Nicolas est né en 1979, donc c'est le jeune de l'étape. Un peu d'études de droit, Audencia, et ensuite tu rejoins donc directement le Puy du Fou. Un mot sur l'historique de ce concept génial. Une première date, 1977, avec un spectacle, et 1989, avec un premier village. Raconte-nous, Nico. Alors, en 2 mots, les amis, je fais très court, je vous résume 45 ans d'histoire. 77, un rêve de gosse, qui est dans l'esprit de mon père, qui se dit, je vais faire, non pas un film, parce que j'ai pas les moyens d'un film, je vais faire un spectacle. Comme je ne sais pas, j'ai pas de modèle économique, je ne sais pas payer les gens qui vont participer au spectacle, je vais montrer l'exemple, je serai bénévole, mais tout le monde sera bénévole. Depuis 45 ans, il est toujours bénévole d'ailleurs. Tout le monde est bénévole. Et à l'époque, il y a 600 bénévoles qui se lancent dans l'aventure. Pourquoi? Parce que le spectacle connaît un succès énorme. Et en fait, dès la première année, on fait 80 000 spectateurs au lieu de 35 000 attendus. 10 ans plus tard, 88, on crée le parc. Disney arrive en France et Disney propose un modèle américain qui est fondé sur l'histoire d'une souris. Nous avons en France, en Europe, Victor Hugo, plein de souris, les grands compositeurs de musique, nous avons Alexandre Dumas et j'en passe. Autrement dit, on a les moyens, avec notre culture française, notre culture européenne, de faire un parc énorme. Mais pour ça, il faut qu'on invente évidemment un nouveau type de parc. Et on commence par des villages reconstitués. Ça marche pas, c'est merdique parce qu'il y a des artisans, mais ça intéresse personne. Et donc, on construit à la fin des années 90 le premier modèle de spectacle qui fera notre succès. Un spectacle qui allie le style du cinéma, les effets spéciaux gigantesques, le style de narration rythmée, et puis le théâtre, la peinture, la photographie, mais tout ça mis en scène de façon assez nouvelle dans des théâtres à ciel ouvert. Donc au milieu de la nature, on est au cœur d'une forêt centenaire. Les années 2000, on accélère. Moi, j'arrive avec ma génération en 2004. Et là, on se dit, il y a une pépite géniale, mais il faut développer ça. Donc, premièrement, on accélère le processus de création. Et on construit un nouveau spectacle par an. Un nouveau spectacle au Puy du Fou, c'est entre 20 et 50 millions d'euros d'investissement pour un spectacle. Ah, quand même. Ensuite, et à l'époque, c'est pas à ce niveau-là. C'est moins cher, les pandas. Hein. Maintenant, c'est ce niveau-là. Deuxièmement, on lance l'hôtellerie en se disant on est loin de tout, faisons de ce handicap une force, il faut que les gens viennent passer 2 jours au Puy du Fou. Et comme on a augmenté le nombre de spectacles, une journée ne suffit plus pour visiter le parc, et donc on invente les hôtels mais complètement thématisés, parce que tous nos spectacles sont inspirés de l'histoire du légendaire français, et donc de la même façon nos hôtels et nos restaurants. Ensuite, on créera le centre de congrès. Je vous invite tous à venir voir le centre de congrès, d'ailleurs, c'est sublime. Et organiser des séminaires tant que vous y êtes. C'est bien plus joli que cette salle. Pourtant, le Bristol, je sais si c'est beau, mais vous verrez que c'est vraiment très beau. Et donc, en tout cas, c'est au moins du niveau du Bristol. Et ça cartonne. Et puis, on développe ensuite plein d'autres activités. On a construit une école. Tout à l'heure, on parlait avec Cécile, je posais une question naïve sur les ressources. Eh bien, nous, on s'est dit notre ressource principale, c'est la ressource humaine. Comment on fait du développement durable aussi dans ce domaine-là? Et on a construit une école. Les enfants entrent à l'âge de 3 ans. Et puis, ils suivent un parcours académique, scolaire classique, comme vos enfants, mais ils ont aussi des heures d'enseignement artistique, de disciplines artistiques, qui fait qu'ils vont faire du vrai spectacle devant des vrais visiteurs. Ils sont salariés pour ça dès l'âge de 8 ans, sur un compte bloqué bien sûr, mais ils récupéreront ces sous à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, on a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont extraordinairement épanouis comme à l'américaine, je dirais, parce qu'ils ont appris finalement ce métier sur scène. Et tout ça, mon cher Nicolas, c'est une belle ETI qui fait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le capital, je pense que c'est une SA, c'est 100% privé, Nico, non? Alors absolument. En fait, il y a maintenant 15 ans, on faisait 10 fois moins de chiffre d'affaires. Vous voyez, c'était vraiment tout petit. Et puis on a développé, et notre objectif, c'est que d'ici 2030, on fasse x10. Donc on s'est organisé pour ça, puisque nous avons maintenant d'autres activités. On a créé un parc en Espagne, qui est donc un parc sur le modèle du parc français, qui est pour l'instant plus petit, mais on est déjà en train d'accélérer la cadence. Je vous passe les détails d'investissement, mais on investit sur un gros spectacle pour l'année prochaine en Espagne, en plus des spectacles que nous avons. Nous avons déjà 5 gros spectacles en Espagne. On a investi 200 millions d'euros là-bas. Donc là, on continue d'investir. Et puis en France, on va aussi investir dans un nouveau spectacle. Alors justement, les collaborateurs, t'as combien de salariés pour combien de bénévoles, mon cher Nicolas? Et pour finir de répondre à ta question, absolument pas. On se lance dans la production cinématographique, puisqu'on sort un film qui est en avant-première à Paris d'ailleurs et dans toutes les salles de France le 8 décembre prochain. Voilà.
Et on lance aussi un train, on va en parler après. Oui, combien de collaborateurs? On en a 2500 en France, on en a 800 en Espagne, on a 50 collaborateurs aux Pays-Bas parce que nous avons un spectacle là-bas, nous avons 80 collaborateurs en Chine. Bon, alors, et sur maintenant les collaborateurs, 40 aux États-Unis. Combien de salariés, combien de bénévoles? Alors, tous ceux que j'ai cités, tous ces chiffres que j'ai cités sont que des salariés, qu'on n'appelle jamais chez nous salariés, mais talents, parce qu'on définit la personne. Talent, ce qu'elle apporte à l'entreprise. Non, non, jamais par son rapport pécuniaire. Quand quelqu'un dit salarié devant moi, je peux te dire qu'il prend une rouste. Ouais, non, il n'est pas viré, mais il prend une rouste et il change la sémantique qui est très importante. Donc, c'est très important de dire talent. Et chez nous, quelqu'un qui est bénévole, c'est quelqu'un qui est dans l'association qui porte la cinécénie, le spectacle des origines, celui qui est né il y a 45 ans. Combien de bénévoles en moyenne? 4400. 4400 bénévoles qui restent dans l'association, qui est la maison mère, et ensuite toutes les filiales sont des SAS classiques. Nicolas, le management du bénévole, comment ça se manage un bénévole? Un bénévole, ça ne se manage pas. Hein. Ah, c'est un talent, oui. Et on dit jamais un bénévole chez nous, on dit un puits follet, comme puits du fou. Un puits follet, on l'aime. Alors on le manage pas. Nous, chez nous, on aime les gens, c'est la première règle. Si tu n'aimes pas les gens, tu commandes personne. Chez nous, c'est la règle quand vous voulez devenir manager. Et donc, concrètement, on implique énormément nos puits follets bénévoles dans tous nos projets. C'est-à-dire qu'on leur raconte tout. C'est-à-dire que quand je vous raconte le cinéma, quand je vous raconte un autre projet, parce qu'on est en train de construire un train à Belle Époque, par ailleurs, sur une autre activité, une autre de nos filiales, eh bien, on leur raconte tout ça. Et en fait, on les implique énormément dans les projets. Et un puits follet, il porte la fierté du Puy du Fou partout où il va. Et puis, vous savez, un puits follet, c'est quelqu'un qui joue un spectacle qui est le plus grand spectacle de nuit permanent au monde aujourd'hui et qui joue devant 13 000 personnes chaque soir. On joue 28 soirs par an seulement ce spectacle-là à la Cinécénie. Le reste du temps, le parc est ouvert, lui, 7 mois dans l'année. Mais ce spectacle-là, c'est 360 000 spectateurs qui ont réservé des mois à l'avance. Quand on ouvre nos réservations en octobre prochain, à début octobre, dans quelques jours, en 1 minute, la première Cinécénie est réservée de 13 000 places et on vend 100 000 places en moins de 24 heures. Extraordinaire. C'est vous dire si, évidemment, un bénévole était fier. Vous avez 80 espèces d'animaux. Oui, absolument. Tu peux nous le rappeler? On a des chevaux, des rapaces, etc. Oui. On a un Alain Marty qui est notre ambassadeur. En cage, on a toutes sortes d'animaux et on a des animaux qui, en fait, pour la plupart, évoluent en spectacle. Mais on a aussi des animaux qui sont des animaux de la ferme, par exemple, et qui nous permettent d'assurer, par exemple, des filières courtes, je pense aux œufs, et même dans d'autres domaines, puisque ça tu parles de la faune, mais la flore. Alors tu as 150 qualités d'arbres différents. Oui, enfin... Quel est l'arbre le plus haut? C'est un chêne centenaire. Tu prends pas beaucoup de risques. Non, je prends pas de risques, mais je crois que c'est vraiment l'arbre le plus haut. Et donc c'est un chêne centenaire, on a beaucoup de chênes centenaires. Alors après une histoire que j'ai trouvée géniale, il était tout excité parce qu'on en avait parlé quand tu venais récupérer, ils ont récupéré la bague de Jeanne d'Arc. Alors, raconte-nous cette histoire de dingue, hein. C'est un peu du Carlos Ghosn, mais version française, avec 1431, un bûcher, et bon, on fait une bague. Bon, est-ce qu'elle est sûre qu'elle est morte avec une bague? Parce que... Alors, on est sûr, maintenant on est absolument sûr que c'est bien la bague. On est sûr que c'est bien la bague de Jeanne d'Arc, tout va bien. Mais on est un mercredi, soit on sort de conseil d'administration, je reçois un appel, un historien spécialiste de Jeanne d'Arc me dit « Écoutez, l'anneau de Jeanne d'Arc, qui a appartenu à Jeanne d'Arc, est en vente en Angleterre à Londres, et ça fait 600 ans qu'il est en Angleterre. » Donc je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je prends des renseignements, j'appelle quelques personnes, je rappelle le gars en question, je dis oui mais il est en vente aux enchères, ça va coûter combien? Il dit oh là là, ça va monter très haut, mais ça commence par une enchère à 60 000 €. Bon. Donc je me dis, on va quand même pas mettre 60 000 € dans une bague dont on n'est pas vraiment sûr si c'est la vraie. Et puis j'appelle quelques amis du Wine Business Club par exemple, et qui ont un peu de moyens, et qui disent ok, et on fait une levée de fonds, et en 24 heures, un peu plus de 24 heures, puisque l'enchère a lieu le vendredi suivant, donc 36 heures plus tard, eh bien on lève près de 400 000 €. En fait, on lève 397 000, etc. en promesse de don. Vraiment une somme précise. Et nous, on met évidemment notre part, mais en se disant, on s'y tient et on garde cette somme, on ne fait pas de folie. L'enchère démarre, il y a plein de gens à l'enchère du monde entier. Moi, je suis en visio avec mon avocat à Londres, et il se trouve que l'avocat qui lève la main pour nous, c'est l'avocat du gouvernement français. Et donc l'enchère monte, et là, on n'est plus que 2 ou 3, je sors du bois très tardivement pour attendre que l'enchère s'essouffle, et évidemment, vous savez ça, peut-être que vous connaissez les enchères, il faut casser les pattes de l'adversaire. Donc il y avait un adversaire très coriace qui montait, qui était un Américain, et il montait les prix, et donc nous avons cassé le moral de l'adversaire, parce que dès qu'il hésitait et qu'il levait la main, paf, je disais tout de suite, oh, et on renchère. 1 € de plus. Et à la fin de l'enchère, on gagne l'enchère,
Mon avocat dit ok c'est bon je coupe, je vous rappelle, il va signer les papiers, il me rappelle 20 minutes après avoir signé les papiers, il me dit écoutez le prix, taxes incluses, parce que quand vous avez un prix, vous avez toutes les taxes qui tombent, et de 397 000 hexagons à l'euro près, c'est la somme qu'on avait rassemblée. C'est quand même marrant. Voilà. Comme quoi, je sais pas si vous croyez au hasard, mais... Donc ça coûtait 400 000 balles pour un vieux truc. Voilà. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, après on a ramené l'anneau, mais sauf que quand on a l'anneau, personne ne sait qui a acheté l'anneau, parce que je dis à l'avocat, tu la fermes. Là, le gouvernement anglais commence à se mêler du truc, et notamment le Conseil national des arts, et c'est là que l'histoire devient marrante. Et donc, le Conseil national des arts, quand il apprend que c'est nous qui avons acquis l'anneau, m'appelle et m'écrit des mails, etc. Il dit non, mais il ne faut pas que vous preniez l'anneau parce que c'est un trésor national, donc il faut qu'on discute avant, il y a beaucoup de papiers à remplir, ce sera compliqué de le ramener en France. Il est considéré comme trésor national. Donc là, je me dis, c'est quand même pas du fake, le truc. Et donc, les historiens français m'appellent un peu penauds les uns après les autres en disant bah oui, en fait, on a loupé l'enchère. Et même le ministère de la Culture d'ailleurs me dit bah oui, bien, merci d'avoir fait ça parce qu'on n'a pas vu le truc. Et là, le Conseil national des arts commence à moins rigoler et dit bon bah il faut vraiment... et là je saute dans un avion, un petit avion privé, je vais à Londres, je passe avec une petite mallette vide, les douaniers, je leur montre, ils me disent bon très bien, je vais évidemment chercher l'anneau qu'on avait à ce moment-là parce qu'on avait versé les fonds, je fais 3-4 photos sur London Bridge, etc. avec un photographe de Paris Match et du Figaro, comme ça, même c'était marrant au passage, et je reprends mon petit avion au retour, les douaniers me disent vous avez le gibassu la même que ce matin, jamais rien à déclarer, je remonte dans l'avion, et j'atterris, et là on a fait tous les médias, France Bleu, etc. Bravo quand même, peut-être me dire à la CC. Et après j'ai quand même eu Scotland Yard dans mon bureau. Ça c'est pas une blague. Scotland Yard, et Scotland Yard vient me voir et me dit il faut rendre l'anneau. Et je lui dis on l'a perdu. Alors il me dit à l'anglaise, comme ton gars des vins là, ton spécialiste du vin. Oh it's a problem, it's a problem. C'est un problème, mais. Et là, je vais voir le plus grand avocat français, je lui écris. Et c'est à l'époque Éric Dupond-Moretti, et je lui dis... C'est qui? Écoutez, pardon, il faut... non mais c'est un grand amateur de vin, ça m'excuse. C'est un grand avocat, voilà, et quoi qu'on en pense. Et donc, je lui écris, je lui dis, écoutez, vous êtes le plus grand avocat français, comme ça je savais qu'il allait me dire oui, et est-ce que vous pouvez m'aider? Puisque l'État anglais se met en mouvement et redemande l'anneau. Et il me dit, venez me voir. Je vais le voir, il me dit, ok, on tente un coup, vous écrivez à la reine, je vous aide. J'écris à la reine d'Angleterre, une belle lettre. Il me corrige ma lettre et je lui dis je vous dois combien? Éric Dupond-Moretti me dit un pins, rien du tout, t'inquiète. Bon donc très fair play le mec. J'écris la lettre, pendant 3 semaines on balise parce qu'on a 0 réponse, enfin même ça prend un peu plus que 3 semaines, quelques semaines. Et à peu près 5 ou 6 semaines plus tard, je reçois une lettre de Buckingham Palace c'est très classe, qui dit la reine a pris connaissance de votre lettre, elle n'intervient pas normalement dans ce genre d'affaires, mais en l'occurrence, compte tenu de la promesse faite par sa grand-mère Victoria de rendre un jour l'anneau de Jeanne d'Arc à la France, elle a gentiment, etc. J'ai la lettre affichée dans mon bureau, elle est sublime cette lettre. Et la reine d'Angleterre est donc intervenue pour que nous récupérions l'anneau de Jeanne d'Arc. Voilà. Alors, toi qui aimes bien le cinéma, la chorégraphie, pour ceux qui ne sont pas le Puy du Fou, il est où cet anneau alors? Comment on le voit? Cet anneau, dans un de nos lieux de spectacle, c'est un château qui est un vrai château 16e, puisque c'est le seul, une des rares choses qu'on n'a pas construite. 16e comme le vin blanc que nous avons bu à l'instant. Et bien ce château 16e Renaissance, on le visite et il y a des personnages qui nous accueillent à l'intérieur de ce château. C'est un spectacle qui s'appelle La Renaissance du château, clin d'œil à la Renaissance, c'est un château Renaissance, et on va y voir l'anneau de Jeanne d'Arc. Oh là là. Alors l'international, donc tu en as parlé tout à l'heure, ça a débuté par l'Angleterre, par les Pays-Bas. Alors on a commencé aux Pays-Bas avec un premier spectacle qu'on opère toujours. Ensuite on a créé un spectacle en Angleterre et puis on a ensuite lancé notre parc en Espagne. Donc comme vous l'avez compris, on a fait une grosse levée de fonds à l'époque, en 2018, 300 millions d'euros de levée de fonds pour investir notamment 200 millions en Espagne. Et puis maintenant on a un spectacle en préparation aux États-Unis où nous travaillons avec les Cherokees, la tribu Cherokee qui nous demande de créer un spectacle pour eux aux États-Unis. Et nous préparons un spectacle également en Chine, à Shanghai, voilà, qui sera au cœur de la ville de Shanghai. Et nous sommes en train de préparer d'autres spectacles sur lesquels je ne communiquerai pas ce soir, ça serait trop tôt. Si. Alors le train, voilà, il paraît qu'il y a un train génial qui va partir de Paris, qui va se balader, de mémoire qui va aller à Annecy. C'est quoi ce train, comment dire, c'est pas l'Orient Express, c'est mieux, c'est différent, c'est plus du fou. C'est beaucoup mieux. C'est quoi l'idée? C'est simple. Si tu ne viens pas au Puy du Fou, le Puy du Fou ira à toi. En fait, on est en train de construire un train, parce que depuis le 1er janvier 2021, il y a une loi qui est sortie, que peut-être vous n'avez pas vue, qui autorise un opérateur privé
à rouler sur le rail français pour transporter des voyageurs, ce qui est tout à fait nouveau depuis un siècle. Et donc j'ai créé une compagnie ferroviaire, qui est la première compagnie ferroviaire depuis un siècle en France, privée, et qui va opérer un train Belle Époque, 1900. Vous montez dans le train, le majordome vous accueille, il y a 36 passagers et il vous raconte une histoire. Et cette histoire, elle va se dérouler sur une semaine, du lundi au samedi matin. Vous allez dormir dans le train, vous allez vous restaurer dans le train avec un chef étoilé ou bien dans les escales, qui sont des lieux extraordinaires, les hospices de Beaune, le château de Chenonceau, le lac d'Annecy, le bassin d'Arcachon, on va aller à Saint-Rémy-de-Provence voir Van Gogh. On va rencontrer plein de personnages, on va nous mener dans une intrigue et à la fin de ces 6 jours, on comprendra qu'on a découvert et qu'on a appris à aimer la France et sa culture. Ça partira le premier train, juin 2023, et les premières semaines sont déjà complètes, donc vous pouvez réserver. Oui. Ça s'appelle le Grand Tour. Le Grand Tour. On va aller jusqu'au bout. Combien ça coûte les 6 jours de rêve? Eh bien, ça coûte un peu d'argent, parce que ça coûte quand même quelques milliers d'euros pour une semaine. Oui. Voilà. Donc, effectivement, c'est une somme, mais évidemment, c'est un train qui comprend le Grand Tour, comprend tout, hein, c'est-à-dire le fait de le couchage, les repas, tout est inclus, et tout ce qu'on va vivre de rencontres, de surprises, dans le spectacle de 6 jours, eh bien, est inclus dans le prix. C'est beau. Et ça, c'est à faire en famille ou avec sa chérie? C'est à faire avec sa chérie, avec qui on veut, avec un proche, avec voilà. Alors, côté vin, il paraît qu'il y a aussi une curiosité. En fait, au Puy du Fou, on trouve tout. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a également une vigne. Oui, on a une vigne. On a une vigne gigantesque qui ne fera pas beaucoup de concurrence au grand vin de Bordeaux. C'est une vigne qui fait à peu près la taille de cette salle. Et donc c'est une vigne de très très haute qualité. Et le principe, c'est qu'on a un maître de chai qui décide, et c'est le seul jour dans l'année où il décide de mon agenda, c'est-à-dire que je ne décide pas de mon agenda, parce que le maître de chai dit c'est maintenant, le vin est mûr, enfin, le raisin est mûr, et on va faire la vendange avec des cadres. Et à chaque fois qu'on a des nouveaux cadres qui intègrent le groupe, ils sont appelés pour une réunion fictive qui est en fait la vendange, et on termine à 2h du matin à déguster des vins. Est-ce que le vin est bon quand même? C'est anecdotique la qualité magnifique, du vin. magnifique. C'est le vin du bon, quasiment. Voilà. Et les 300 millions pour le projet espagnol, notamment pour les 200 millions, c'était compliqué à trouver parce que, bon, maintenant a fait ses preuves, hein, le Puy du Fou, mais c'est quand même 300 briques. Hein. Non, mais ici, dans cette salle, je ne vais pas expliquer à nos auditeurs que, en fait, l'argent, c'est pas compliqué à trouver. Le problème, c'est les idées, les équipes pour les réaliser. Et ensuite, l'argent, ça vient. Question de la présidence de Microsoft de France, qui a quitté GE pour atteindre son nirvana professionnel chez Microsoft. Voilà, on aime bien les Français d'ailleurs chez Microsoft. Bonsoir, donc du coup je te pose une question. Moi je suis allée au Puy du Fou, c'est fabuleux, et Ciné-Célie, c'est vraiment extraordinaire. Achetez Microsoft. En fait on a fait une préparation. Petit arrangement entre amis. Oui. Non mais avec Nicolas et Boval c'est très bien aussi. Et bon, mon mari est vendéen, donc voilà, je connais bien la Ciné-Célie du Puy du Fou. Bah oui, quand même, voilà, on peut pas lutter. Non, moi ce qui, je me disais, c'est vrai que c'est fabuleux, c'est gigantesque. Ça reste quand même très, très français. Comment vous arrivez à rayonner à l'international, à attirer, parce que c'est l'histoire, donc on est passionnés, on est tous passionnés. Et finalement, voilà, pour rayonner à l'international, c'est un peu plus compliqué, quoi. Merci de la poser. Je vais vous dire. En fait, en Espagne, quand vous allez en Espagne et vous voyez Puy du Fou Espagnol, notre parc porte notre nom à Tolède, hein. À Tolède, mais vous verrez des spectacles et des architectures et des personnages espagnols. Donc vous ne verrez absolument pas que ça a été fait par des Français. Donc on devient espagnol, on devient chinois en Chine. Je suis Cherokee lundi prochain parce que je vais aux États-Unis la semaine prochaine pour notre projet américain. Et donc on devient véritablement Cherokee en rencontrant beaucoup de conseillers culturels, d'historiens, de journalistes, de gens de culture pendant des mois et des mois, voire parfois plus qu'une année, et on s'imprègne et ensuite on écrit de telle sorte que ça entre dans le cadre culturel du pays dans lequel on va, parce que c'est ça le principe du Puy du Fou, c'est qu'on s'enracine dans le lieu où on va. C'est le principe contraire au principe de Disney par exemple, qui sont des très bons amis et avec qui on s'entend très bien. C'est différent. Mais Disney, États-Unis, Disney Paris, Disney Tokyo, sont les mêmes. C'est les copies-collées. Alors que nous, vous allez à Puy du Fou espagnol, on ne verrait pas la même chose. Tiens, Thibaut, le fondateur de Divine, il a une petite question. Après, c'est Babacar, tiens, le patron de Pétale Group, les cryptos. Alors, j'ai pas préparé de questions, mais ma femme est vendéenne, donc voilà, je suis allé au Puy du Fou, passage obligé. Et alors, tu t'es vraiment ennuyé ou t'as passé un moment formidable? Un moment formidable. Les enfants aussi, ça leur a donné goût à l'histoire. Un peu cher, non? Non, alors, moi j'ai une question. Sur 150 millions d'euros de CA,
c'est quoi la part sur le food and beverage? C'est une excellente question, mais je ne révèle pas trop ce genre de chiffres. Ça fait partie du modèle, non? Non, ça fait partie du modèle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore 3 ans, l'international, c'était 5%. C'est pas du tout la réponse à ta question. Et maintenant, c'est 30% sur l'international. Les food and beverage, on répond pas trop à ce type de questions. Alors le nombre de bouteilles d'eau que tu vends par an, juste le nombre de bouteilles d'eau. C'est plus du million, largement. Les bouteilles d'eau, il fait chaud en Vendée. Babacar, est-ce que tu connais le Puy du Fou? Est-ce que tu as été au Puy du Fou? Est-ce que tu vas organiser ton prochain séminaire au Puy du Fou? Parce que nous on a 10%. Absolument, on va organiser notre prochain séminaire chez vous, plaisir. Alors j'ai une question, comment allez-vous faire pour séduire la jeune génération qui n'est pas très mobile pour venir très digitalisée, qui ne bouge pas beaucoup? Vous savez que Jeanne d'Arc, non, mais vous savez, super question, c'est pour ça qu'on se lance dans le cinéma, c'est-à-dire que là je sors un film, qui est un premier film qu'on produit, mais j'en prépare d'autres pour les années qui viennent. Donc nous devenons producteurs de cinéma et on crée des synergies entre notre parc en France, notre parc en Espagne et le cinéma. Et comme on est en train de préparer des projets dans le monde entier, puisqu'on va avoir 2 autres parcs d'ici 2030 dans le monde. Donc on aura 4 Puy du Fou dans le monde d'ici 2030 et ça nous permet de créer des synergies avec nos clients du parc et le cinéma. Mais le cinéma, c'est ça, c'est l'idée. Si tu ne viens pas au Puy du Fou ira à toi. Y compris chez les jeunes. Dernière question d'Antoine Lépine, mais alors juste avant, Antoine Lépine, une question. Juste avant, Nicolas, t'as pas envie de franchiser ça? Parce qu'il y a un truc mondial à faire, non? Sur le thème de l'histoire, de la culture. Il y a un truc mondial à faire, c'est pour ça qu'on fait un truc mondial. Et que dans 15 ans, le Puy du Fou sera le rêve de tous les enfants du monde entier. Les petits Brésiliens, on aime Nicolas. Les petits Indiens, les petits Chinois rêveront d'aller dans un Puy du Fou un jour dans leur vie. Je vous le promets. Oh, que c'est beau. Non, mais c'est beau, Réinvite-toi dans 15 ans, on fait le bilan. Alors, Antoine, tu connais le Puy du Fou, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez enchanté des générations. J'ai de la famille vendéenne et depuis très très longtemps, tout le monde parle du Puy du Fou, c'est merveilleux. C'est pas un peu cher à l'entrée? Non, mais ma vraie question, c'est plein de personnes voudraient assister à la cinécénie et il n'y a jamais de place. Pourquoi ne pas accueillir création de la pénurie? Alors, tout simplement, la cinécénie, c'est 28 séances parce que nous sommes bénévoles. Et en fait, on garde cet esprit-là qui, pour nous, est supérieur au fait de faire du business. C'est-à-dire, soit on fait du business, soit on garde notre ADN. C'est 2 logiques différentes. Nous, la maison mère, c'est l'association. Il y a 28 séances, 360 000 places à vendre. C'est pas suffisant, vous avez raison. Bien souvent, il y a des gens qui sont frustrés de ne pas pouvoir trouver de place. Mais en fait, c'est très bien parce que c'est la cerise sur le gâteau qui est un peu inaccessible. Et il vaut mieux être dans cette situation-là. C'est un problème de riche, comme on dit. Donc, nous avons cette chance d'avoir un tel succès que c'est vrai qu'on manque de place. Et alors, moi je m'en fous, un jour je finirai entre 4 planches, et que je sois pauvre ou riche, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc ça n'est pas vraiment notre logique, que d'ailleurs les responsables du Puy du Fou et les dirigeants du Puy du Fou ne touchent pas de dividendes au passage. Dernière question, Jean-Pascal Ancelin, le patron de Rimini Street. Bonjour, est-ce que tu connais ou pas le Puy du Fou? Je connais pas Nicolas, mais je connais le Puy du Fou, oui. Mes enfants, je suis allé souvent avec mes enfants. Petite question, comment vous faites pour garder vos talents? D'accord, parce que c'est important, vous avez beaucoup de gens qui sont pas salariés, mais comment vous faites pour les garder, premièrement? Et deuxième fois, est-ce que vous envisagez faire de la politique bientôt? Le trima. Je répondrai qu'à la première question. La deuxième ne m'intéresse pas, donc ça répond à la deuxième question. La première question, en fait, c'est garder ses talents, c'est encore une fois les impliquer et leur faire comprendre que, parce que beaucoup de nos talents sont saisonniers, et donc forcément, quand ils sont saisonniers, ils peuvent partir ailleurs après la saison et ils peuvent perdre le goût. Et donc, premièrement, on les forme énormément. C'est-à-dire qu'on propose des formations dans 450 métiers différents, les 450 métiers qui sont les nôtres. Donc vous pouvez devenir chez nous scaphandrier, meneur de char, pilote de drone, parce qu'on utilise toutes ces technologies pour nos spectacles, etc., etc. Et ça, c'est une force énorme, parce que les gens qui viennent chez nous, qui ont 18, 20 ans, en général, sont des jeunes qui ont peu d'expérience professionnelle, qui donc sur le plan professionnel ne savent pas faire grand-chose, même s'ils peuvent faire parfois des études brillantes. Et donc on leur propose, nous, un tremplin qui leur permet d'entrer dans la vie active d'une façon qu'il est diplôme. Donc on délivre des diplômes avec des tas de partenariats dans des tas d'universités ou des tas de centres de formation. Et ça, c'est déjà un premier point, la formation. Deuxièmement, on les aimes aussi. On les aime, enfin on les bichonne. Par exemple, l'autre jour, vous voyez, je déguste un bon vin avec des cavaliers d'un de nos spectacles qui s'appelle Le Secret de la Lance.
Et il me chambre en disant, il paraît que t'étais cavalier voltigeur. Et je dis, oui, c'est vrai. Même pas cap. Et donc j'ai fait un spectacle 10 jours après. Ils m'ont amené dans mon bureau le matériel de cavalier. J'étais pas monté sur un cheval depuis 10 ans. Et je suis retourné faire un spectacle à cheval voltigeur. Juste avec l'équipe. Évidemment, ils étaient ravis, tout le monde était là, les gens du parc sont venus pas mal pour faire des instas parce que ça avait couru un peu. Mais dans 3 semaines d'hôpital. Et tout le monde, et non, j'ai pas fait 3 semaines d'hosto, j'ai eu de la chance, mais en tout cas dans le parc, évidemment, ça a couru. Et maintenant, je croule sous les demandes de tous les autres spectacles, les autres équipes qui me disent est-ce que tu veux. Donc je vais faire une course de char la semaine prochaine. Donc vous voyez, et ça c'est un truc très familial qui fait que il faut cultiver la proximité avec les équipes. Et la politique, donc tu réponds quoi en fait? La politique, franchement, quand on est un peu élevé avec, c'est comme quand on grandit avec sa sœur, mais on n'épouse pas sa sœur, même si elle peut être intéressante, on n'épouse pas sa sœur. On applaudit Nicolas, bravo, le Puy du Fou.